Xavier Vigourou de chez Atos qui relève un défi, quand même, quelque chose d'assez compliqué, qui est de nous positionner l'informatique quantique parmi toutes les technologies, les principales technologies de calcul intensif qui font le buzz depuis un certain temps. Hein, donc, l'intelligence artificielle, le HPC, High Performance Computing, et donc l'informatique quantique. Donc, Xavier va essayer de nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur quelle technologie, pour quel besoin. Donc, juste deux mots pour présenter Xavier. Donc, Xavier a fait un doctorat en calcul intensif à l'École nationale supérieure de Lyon. Ensuite, il a travaillé dans différentes sociétés comme Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Sun Labs. Il a rejoint Bull en 2006, où il a dirigé l'équipe Benchmark pendant 5 ans. Et donc, il a été chargé du développement du marché éducation et recherche, donc le thème de l'éducation toujours important. Puis a lancé et géré le Centre pour l'excellence en programmation parallèle de Bull. Donc. Ensuite, pendant 2 ans, il a été directeur de programme à Never Labs, centre de recherche en intelligence artificielle, où il a coordonné le transfert des résultats des projets de recherche. Et donc, il est maintenant coordinateur des collaborations stratégiques pour le HPC, l'IA et le quantique à Atos. Donc, ça devrait être un bon interlocuteur pour pas mal d'entre vous. Bien, merci bien. C'est un peu long comme CV, on fera plus court la prochaine fois. Donc, comme vous l'avez compris, je viens du calcul intensif et surtout du côté applicatif et des usages. Donc, l'exercice, ma présentation sera assez courte. En fait, elle fait un petit quart d'heure, je pense. Mais c'est un peu de regarder le quantique comme une émergence de nouvelles technologies pour le calcul, en se disant comment faire en sorte que tous les bénéfices que peut apporter le quantique vont être amenés à une communauté qui en a besoin. On a vécu différentes révolutions, on va dire, dans les architectures, et dans cette longue lignée des évolutions, je vais mettre le quantique. Il y a quelques années, juste avant de commencer, il y a quelques années, j'étais dans une salle ici, on parlait des points mémoire non volatiles avec le CEA, et l'émergence, quel était le point mémoire, toutes les technologies de points mémoire non volatiles qui pouvaient exister avec des choses qui étaient assez bluffantes, et de se dire donc c'était, je pense, qu'il y a plus de 10 ans, laquelle va être le bon point mémoire, c'est-à-dire celui qui va être industriel, celui qui va trouver son usage. Et on voit qu'il y a encore une fois différentes solutions qui coexistent. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un truc dans un laboratoire avec des TRL assez bas va arriver à la fin à des TRL un peu plus élevés et qui va être exploité. Donc, je commence avec ça m'a bien plu d'ailleurs, c'est Olivier a parlé de darwinisme au début sur les technologies, et je le rejoins tout à fait. C'est-à-dire que je considère que toutes ces apparitions de technologies, de choses en rupture, s'apparentent vraiment à l'évolution du vivant. Il y a des niches qui vont être trouvées, il y a des espèces dominantes, il y a des espèces qui vont disparaître, il y a des évolutions et qui vont faire et c'est tout un écosystème qui fait que quelque chose apparaît parce que peut-être quelque chose disparaît. Et il y a vraiment une dynamique de système qui est puissante. Donc je cite Jacques Monod ici, qui a un prix Nobel de médecine, qui a bossé sur l'ARN messager en 65 et qui a fait un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité, qui consiste à dire que des choses apparaissent par hasard potentiellement, mais qu'elles vont rester parce que par nécessité elles ont trouvé leur cible. Et c'est plutôt un essai philosophique qui est assez intéressant sur l'évolution de l'homme. Donc, à titre d'exemple, sur les évolutions, on va faire le lien avec l'informatique. Il y a le coronavirus avec les différents variants qu'on peut voir ici dans le temps, donc avec le alpha, le delta, et les variants qui ont pris le dessus. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le delta, il peut se développer parce qu'il est développé. Et on retombe sur ce que disait encore une fois Olivier, c'est que c'est les entreprises qui ont le plus d'argent qui touchent encore plus d'argent. Et il y a un effet de masse. Mais néanmoins, il y a peut-être une petite mutation d'un petit qui va être là, qui va faire exactement ce qui s'est passé sur le variant alpha, c'est-à-dire qu'il va disparaître complètement et écraser. Et ces courbes-là, je les ai comparées avec une courbe qui s'appelle le top 500. Le top 500, c'est la liste des 500 machines les plus puissantes du monde, qui sort tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a cette liste. Alors, c'est une résolution de système linéaire. C'est un programme. Ça pourrait être le Q-score du HPC. Ça, c'est vraiment, ça s'appelle le LeanPack. Donc, depuis 1993, donc ça commence à dater, on a les 500 ordinateurs les plus puissants du monde qui sont triés. Donc là, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai regardé la fréquence, les différents variants, en considérant que c'est la fréquence, le variant. Donc la première phase, on la voit ici à gauche, on voit qu'il y a des variants qui se succèdent, c'est-à-dire que les fréquences augmentent, les fréquences augmentent, les fréquences augmentent. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur, c'est une fréquence élevée qui va aller de plus en plus vite, et puis au bout d'un moment, terminé. Les fréquences, elles augmentent plus parce qu'on a atteint un mur, et on s'est pris ça assez violemment, et ce qui fait qu'il y a une deuxième évolution qui est apparue, c'est le nombre de cœurs. Donc d'un coup, le gène, on va dire fréquence, il a plus du tout été important pour aller sur un gène avec des mutations qui se font sur le nombre de cœurs. Et là, on s'est pris, donc en juin 2010, on a pris une rupture violente avec des ordinateurs qui augmentaient simplement avec la fréquence. Donc les utilisateurs, les utilisateurs, ils faisaient rien, ils attendaient la génération suivante, ils avaient de la puissance. Et d'un coup, en juin, c'est fini. On doit commencer à s'habituer à l'augmentation du nombre de cœurs jusqu'à ici 60. Et on voit qu'on est dans une phase avec une augmentation du nombre de cœurs. Et cette rupture a été violente. Et je reviendrai sur un projet qu'on a fait il y a quelques années avec Minalogic, qui était vraiment pour moi un projet fondateur sur comment on gère le fait qu'on a une rupture de technologie qui est subie, parce que celle-ci, elle était subie quand même globalement. Et en même temps que la porte a été ouverte sur ce nombre de cœurs, en fait, il y a un petit qui s'est introduit dans le même temps, c'est le GPU. Les GPU, les accélérateurs, alors là, on se rapproche un peu du QPU, parce que je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, le quantique sera un accélérateur. On a des espèces de petits variants ici avec des GPU, des accélérateurs qui sont dans les supercalculateurs. Je représente ici cela en nombre d'entrées. Il faut voir ça. C'est-à-dire que ici, j'ai 500 entrées verticalement, mais il faut savoir que cette partie-là, c'est en nombre de puissance de calcul, c'est bien plus que ce qui est représenté ici. Mais néanmoins, on voit que les GPU prennent le dessus sur le mainstream, on va dire, qui était précédent. Donc voilà. Donc le lien entre les évolutions d'architecture, les variants, on a la même chose avec les accélérateurs qui vont apparaître. Donc pour moi, il y a deux évolutions qui cohabitent. Il y en a une où il y a une architecture qui trouve son usage et sa communauté, et plus la communauté augmente, plus il va y avoir de l'investissement. L'exemple facile, intelligence artificielle, GPU. L'un alimente l'autre, jusqu'au moment où ça va s'arrêter. Forcément, les GPU vont atteindre la limite de ce qu'ils peuvent faire. L'intelligence artificielle, il y aura le hype ou le battage, comme disait Olivier tout à l'heure, ça va descendre. Et à ce moment-là, on va commencer à se poser des questions sur réellement la niche utilisable et optimale du GPU. Donc, il y a comme un blast GPU qui a lieu actuellement. On peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Les GPU, il y en a de partout. Et puis après, il va y avoir un retour en arrière avec vraiment la zone optimale. Et pour moi, une partie de ces zones-là sera prise par le quantique. Deuxième effet, c'est avec le rendement réduisant, avec le fait que les contraintes augmentent et qu'on ne peut pas tourner ce cercle continuellement. On a une spécialisation des architectures, et ça, on l'a vu. On est passé ici des architectures monocœur à multicœur, avec chacun qui trouve une communauté qui a pu, excusez-moi, la flèche n'est pas dans le bon sens, mais une architecture qui a pu être exploitée par une communauté, et puis l'architecture GPU qui va être utilisée par une autre communauté. Et ici, il va y avoir une autre rupture qui va avoir lieu potentiellement à la fin des GPU. Les GPU vont s'améliorer, et au moment ça va s'arrêter, il va y avoir une deuxième rupture qui va être subie. On essaye. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'architecture, que la partie multicœur a été vraiment donc violente et subie à cause des problèmes énergétiques et des choses de cet ordre. Alors que là, dans la salle, c'est tous des gens qui anticipent une rupture quantique. On commence à voir les pièces qui apparaissent, et au niveau logiciel, on commence à préparer les choses. Et là, on a le travail. On en a parlé avec Philippe, avec la QLM, où on va essayer d'anticiper les besoins qui vont apparaître dus à cette rupture quantique qui est émergente. Donc, quelles sont les pièces qu'il faut mettre en place pour arriver à ça? Donc, un dernier point avant de passer justement sur le quantique, c'est cette partie de spécialisation, segmentation. Si je le fais en un transparent, on est passé des monocœurs à multicœurs, ça perturbait personne. D'un coup, il y a une rupture et on commence à voir apparaître des gros cœurs, des petits cœurs et des multicœurs. Et il y a la programmation, l'impact sur l'utilisateur final devient importante, et on voit apparaître des niches.
Même la partie IA, elle commence à avoir des niches qui se séparent avec des processeurs spécialisés qui sont meilleurs que les GPU. Donc, on a encore une fois des zones optimales sur lesquelles on utilise, ça grandit, ça fait ce blast, boum, ça redivise et il y a quelqu'un qui prend la relève. Le quantique aura sûrement le même phénomène. On en parle et le battage médiatique fait qu'on investit des millions et des millions, mais ça va trouver sa zone. La voiture autonome, même système. Donc c'est ce hype curve qu'on voit depuis longtemps. Donc un exemple que j'aime bien sur l'émergence du multicœur qu'on a subi, c'est un projet qui s'appelait Silway, qu'on a fait ici à Grenoble, avec des PME, donc c'était encore une fois avec Minalogic. Ça s'est terminé en 2011, donc ça s'est terminé juste après ce point de rupture. Et le but, c'était de mettre dans la même salle des utilisateurs finaux de la technologie qui avaient besoin de puissance de calcul, donc vraiment des PME, dont une qui s'appelle ED Exact, dont je parlerai plus tard, de mettre des gens qui avaient la technologie, c'est Atos Bull à l'époque, et surtout de s'associer à des universités, des universitaires avec l'université Grenoble-Alpes, avec Jean-François Méo en l'occurrence, qui nous a aidé, qui a formé et donné le bagage théorique, on va dire, pour comprendre la technologie, les multicœurs, les contraintes, comment on obtenait la performance, comment on parallélisait du code. Et c'est ces trois acteurs qui sont très importants. C'est pour ça que je suis très content qu'il y ait Nacho dans la salle pour ces aspects formation, parce que pour moi, c'est crucial. Et s'il y a un verrou qui va faire que le quantique passera à l'échelle, c'est qu'on aura des recrutements possibles et que les utilisateurs comprendront ce qui est derrière, parce qu'ils doivent maîtriser leur outil de production. Je suis persuadé que si un utilisateur d'une machine ne maîtrise pas son outil de production, il ne l'achètera pas ou il sera défaillant. Donc ça, c'est un projet qui était très intéressant pour montrer qu'il faut de la formation pour que ça fonctionne. Et donc, pour le quantique, il faut de la formation, il faut insister là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il faut du logiciel qui soit prêt. Et là, on retombe encore une fois sur le QLM, c'est-à-dire comment on prépare un écosystème à l'émergence d'une technologie. C'est le GPU. Le GPU, la première fois quelqu'un a programmé un GPU, c'est en 2001. Donc c'était sur une conférence qui était vraiment pour l'ordinateur SIGGRAPH, c'est pour l'imagerie. Il avait réussi à utiliser le shader, une petite partie pour faire du calcul dessus. C'est lui le premier qui a eu cette idée, c'était en 2001. Les premiers ordinateurs, vraiment la puissance des calculs a été utilisée en 2011. Il a fallu 10 ans pour que quelque chose qui existe, une technologie qui existe, que tout le monde avait, qu'on puisse l'utiliser en mode production et en mode industriel, on va dire. Et derrière, on n'a pas encore convergé au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que si maintenant on a convergé, mais il a fallu 15 ans pour qu'il y ait une convergence et que les strates soient bien faites, que les formations soient bien faites et pour que la technologie soit entièrement utilisée. Donc ça fait 15 ans et tout, encore une fois, pour moi, la leçon qui a tiré de cette émergence du GPU, c'est qu'il faut du logiciel et qu'il faut cette strate à monter et c'est celle qu'on est en train d'anticiper, encore une fois, dans cette salle actuellement. Après, il y a la manière avec laquelle une techno, en tout cas dans le supercalculateur, un accélérateur intègre la puissance des calculs. Ça, c'est des images que j'ai sorties d'un article sur des QPU, justement, sur l'intégration des QPU avec le supercalculateur. Et c'est rigolo parce qu'en fait, quand on regarde, si on fait la même chose, on remplace QPU par GPU, on a exactement les mêmes évolutions. Donc, on avait au tout début des GPU un nœud qui avait un accélérateur, et puis après, on a eu tous les nœuds qui ont eu des accélérateurs, et on a cette intégration. Donc, je ne crois pas qu'on va avoir une machine qui un jour va apparaître avec tous les nœuds qui seront des QPU. Il y aura un endroit, une machine qui permettra de démocratiser l'usage, qui sera peut-être en cloud, qui sera peut-être quel que soit l'accès, mais il y en aura une. Il y aura des petits portages d'applications qui vont tirer bénéfice de ces accélérateurs. Et après, au bout d'un moment, plus il y aura d'applications, plus on rentrera dans ce cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la communauté va être créée, le logiciel va exister, la formation sera là, et on va aller vers des systèmes qui seront très intégrés comme celui qui est tout en bas. Donc, en résumé, en quelques mots, donc il y a cette notion de spécialisation, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont se spécialiser sur des niches données, ça va segmenter l'espace et donc on va se retrouver à avoir, là si je le découpe en trois, un supercalculateur classique, du GPU que j'associe à l'intelligence artificielle et du quantique, et on pourrait dire c'est segmenté.
chacun utilise son espace. Et il n'y a pas de compétition, c'est l'océan qu'on a partagé. Et en fait, c'est une vision un peu simpliste des choses. Parce que pour moi, les trois vont créer des synergies et il y a un bénéfice à avoir les trois au même moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la compétition comme darwiniste, même si elle existe, il y a aussi la collaboration darwiniste qui est comment deux espèces peuvent mieux fonctionner ensemble. Et supercalculateur GPU, on en a déjà parlé. Donc, on a aujourd'hui la puissance de calcul qui est qui est apportée par les GPGPU. Et le quantique va aussi apporter des choses aux deux précédents en permettant d'exécuter des codes plus efficacement ou des parties de code plus efficacement. Et inversement, aujourd'hui, les machines telles que la QLM, qui sont quand même du niveau des supercalculateurs, permettent d'anticiper cette période, de préparer cette période. Donc, si je fais le supercalculateur et GPGPU, donc là, et l'intelligence artificielle, on va dire d'une manière simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans supercalculateur, il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a pu être permise par deux choses, l'amas de données et la possibilité de traiter ces données. Et traiter ces données d'une manière puissante, c'est les supercalculateurs. Donc, typiquement, l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle demande une telle puissance de calcul qu'aujourd'hui, il serait impossible sans toutes les évolutions matérielles qui ont eu lieu sur les 20 dernières années. Le déploiement à grande échelle, c'est le cas un peu différent. Et inversement, ce qui est amusant, c'est que cette puissance de calcul a permis il y a une boucle vertueuse qui a été créée, c'est-à-dire les investissements, l'usage des intelligences artificielles a permis d'investir et a permis de rendre le supercalculateur encore plus puissant. Et cette boucle vertueuse qui a été créée, qui est l'intelligence artificielle sur le supercalcul. Une chose importante dans l'évolution, c'est le remplacement des noyaux de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a bénéficié de la puissance de calcul et on commence maintenant à faire le chemin inverse, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle remplace des noyaux de calcul. Donc là, je cite 3 papiers. Celui du milieu, c'est celui qui permet d'entraîner des modèles, des modèles qui ont des milliards et des milliards de paramètres. Donc ça, c'est impossible sans les supercalculateurs. Celui qui est à gauche, c'est ECMWF, c'est le remplacement d'un noyau de calcul. ECMWF fait de la prévision météo. Donc ils ont un pipeline ou un workflow de calcul qui est très très complexe et il y a plein de petits noyaux qui vont faire une petite partie de la physique, une petite partie de la dynamique. Les nuages en sont un exemple. Et il y a des choses qui s'appellent les vagues orographiques. C'est des vagues qu'il y a quand il y a du vent sur le sommet des montagnes. Et typiquement, ce petit bout de calcul est très compliqué, coûte beaucoup. Et aujourd'hui, on le remplace par de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, le supercalculateur a apporté à l'intelligence artificielle qui lui permet de faire des gros entraînements. Et à l'inverse, les modèles entraînés vont commencer à remplacer des systèmes numériques classiques. Deuxième effet, et là je reviens sur une intervention, c'était Alexia qui avait fait ça devant Madame la Ministre, elle parlait du cercle de l'innovation. Et là, il y a un papier, le troisième papier que je cite, qui s'appelle The Lottery Ticket Hypothesis. C'est un papier qui fait des hypothèses sur la manière avec laquelle un modèle peut converger et peut apprendre. Et qui dit, en fait, c'est un peu par hasard, on va tirer un certain nombre de paramètres, et ces paramètres vont permettre d'apprendre. Un sous-ensemble de ces paramètres vont permettre d'apprendre le modèle, les données sur lesquelles on l'entraîne. Et en fait, ceci est possible. Ce papier qui est quand même assez fondateur aujourd'hui est possible parce qu'on sait entraîner des très gros modèles. Et si on sait entraîner des très gros modèles, c'est parce qu'on a des grosses machines. Donc aujourd'hui, on a de la théorie qui a été possible grâce à la technologie. Et ça, c'est un élément important de l'innovation qui ne se fait pas que dans un sens. C'est pas des papiers de la recherche vers les utilisateurs. Ça peut être aussi un phénomène complètement inverse qui est de remonter vers de la recherche et de faire progresser la recherche grâce à la technologie. Le dernier papier, alors le dernier slide, c'est entre le supercalculateur et le quantique et on spécule un peu. Aujourd'hui, je mets juste simulation-émulation. Aujourd'hui, on peut dire que le supercalculateur permet de simuler et d'émuler la partie quantique, telle la QLM, mais le retour qui se fera en sens inverse, c'est celui qui permettra, comme les GPGPU, de remplacer des noyaux de calcul
et d'apporter la puissance de calcul sur des petits bouts de code, comme celui de CMWF que j'ai cité précédemment. Des noyaux ont été remplacés par de l'intelligence artificielle parce que ça fonctionnait mieux, parce que c'était plus performant. Et bien, la partie quantique, il y aura des parties qui seront plus performantes sur des ordinateurs quantiques, et c'est là où on les utilisera, et que là. Donc, si je résume en juste un slide, parce que quand même, il y avait cette question à la fin qui était dans quel domaine, quelle technologie. Donc, on reste sur les supercalculateurs, c'est des choses où il y a des modèles, des questions numériques, de la simulation numérique, avec des tailles de données extrêmes et des flux de données extrêmes, du calcul extrême. Donc, on est sur des mégawatts et des centaines de milliers de cœurs, etc. Lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des choses sur déjà l'imagerie, la NLP et la robotique, on va dire ça comme ça, mais il faut des données d'apprentissage, c'est un peu con, mais l'intelligence artificielle, c'est juste apprendre un dataset, il faut le dire. Et il y a quand même un problème qui est important, qui fait qu'on n'utilisera pas forcément l'intelligence artificielle typiquement pour remplacer des noyaux, c'est le fait qu'il faut des certifications ou de la validation qui est un peu faible. Encore une fois, si je reviens sur le CMWF, si on veut apprendre un système dynamique où il y a des conservations d'énergie et des choses comme ça, eh ben la notion de conservation d'énergie, l'intelligence artificielle ne l'a pas du tout. Donc ces lois globales, elle les a pas, elle prend un dataset. Après, sur les aspects quantiques, je vous apprends rien en disant qu'il y a tous ces éléments-là qui peuvent être traités par la partie quantique et qui sont chacun de ces points, en fait, peuvent être une partie d'un gros calcul qui sera fait tout en haut. Et donc, on aura un supercalculateur qui sera un peu l'orchestre, qui déléguera des parties de calcul des noyaux à de l'intelligence artificielle ou à un accélérateur quantique dans le futur. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier. On est un petit peu en retard, mais on va essayer quand même de prendre une question que voilà. Quels sont les besoins et applications couverts par le calcul quantique? C'était le dernier slide. Voilà. Et il fallait attendre. Il faut peut-être le repasser. Voilà, le dernier slide répond à cette partie-là juste tout en bas, mais c'est très succinct. Ouais. Il faut lire je pense les 686 pages d'Olivier pour avoir une réponse détaillée. Alors, juste pour compléter, le distanciel nous affranchissant des frontières géographiques, c'est une personne de Hollande qui t'a posé la question, Xavier. Donc, il y avait des Hollandais qui écoutaient Absolument. Tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question distancielle? Non. Alors, en présentiel. J'ai une question sur le calcul analogique, je dirais classique. Qui s'est pas vraiment imposé, qui a jamais trouvé sa place. Est-ce que tu comprends pourquoi? En fait, j'aimerais pas qu'il nous arrive la même chose. En fait, c'est pour ça que je fais un peu de déclinisme. Il y a différentes branches qui se sont éliminées sur des calculs par intervalle ou du calcul analogique ou des choses comme ça, même dans les voies neuromimétiques, c'est-à-dire sur comment on va simuler un neurone. Et en analogique ou même des memory stores, tu vois, il y a plein et c'est une vraie bonne question. Et pour moi, on reste sur les niches, les besoins, les contraintes, et la sélection, elle se fait naturellement. Et malheureusement, des fois, elle se fait pas dans le bon sens. À titre d'exemple, aujourd'hui, dans les supercalculateurs, on utilise des réseaux de communication. Et il y en avait qui étaient très très fins, qui fonctionnaient très bien, qui avaient des très belles qualités. Et peut-être le calcul analogique, on peut le mettre là-dedans, en ayant des très bonnes qualités. Et malheureusement, c'est d'autres solutions qui sont apparues, qui étaient très très simples, bien plus facilement industrialisables et qui donnaient et qui n'étaient pas forcément aussi élégantes. Je suis d'accord, mais ça marchait. Merci, je crois qu'on va en rester là puisque on est un tout petit peu en retard. Merci beaucoup, Xavier.